ont tellement été dans la restriction pendant des années qu'elles vont inconsciemment chercher à compenser et elles passent d'un extrême à l'autre et c'est très courant. Non, 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 non. Voilà pourquoi est-ce que je dis que les conseils qui sont présentés ici vont vous mener droit à maintenir vos troubles du comportement alimentaire ou à les aggraver. On est toujours en train de vous dire qu'il y a un problème. On est toujours en train de vous pathologiser. On est toujours en train de vous culpabiliser de manière extrêmement sournoise parce qu'on le fait sous une couche de bienveillance, de douceur et de bien-être. Et il n'y a rien de plus hypocrite et il n'y a rien qui m'agace plus et il n'y a rien de plus dangereux. Salut, c'est Haïdar et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne sur laquelle on parle de pacification alimentaire. La méthode qui vous permet de faire la paix avec votre corps et la nourriture en vous débarrassant de vos compulsions alimentaires. Aujourd'hui, encore une fois, on se retrouve pour une vidéo réaction. Je sais que c'est un format qui a plutôt convaincu ici. Et en fait, ce matin, en arrivant sur mon feed Instagram, je découvre une vidéo qui s'intitule Hyperphagie boulimique, comment retrouver un rapport sain à la nourriture. Et après avoir visionné peut-être les 30 premières secondes de cette vidéo, je me suis dit que ma conscience ne pouvait pas me laisser aller me coucher ce soir sans avoir produit une vidéo de réaction. Comme d'habitude, là, dans cette vidéo, on va parler du florilège des pires conseils qu'on puisse donner pour sortir des troubles du comportement alimentaire ou des meilleurs conseils pour rester et aggraver vos troubles du comportement alimentaire. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Comme d'habitude, je ne connais pas cette personne individuellement, je réagis aux idées qu'elle promeut dans cette vidéo, mais en aucun cas à la personne individuelle. En l'occurrence, là nous avons affaire à Mathieu de Terrain Bien-être, une chaîne qui compte quand même 40 000 abonnés sur une vidéo qui, elle, a 13 000 vues. Donc qui, a priori, a eu un certain écho chez un certain nombre de personnes. Donc ici, mon propos va être de réagir aux idées qui sont véhiculées dans cette vidéo. Et vous le savez, pour ceux qui commencent à me connaître, je peux parler de manière émotionnelle. Et je pense que cette vidéo va m'activer un petit peu émotionnellement. Je suppose que ça risque de me tendre un petit peu et que je vais être un petit peu provocateur, juste un petit peu. Mais j'aimerais que vous sachiez que si c'est le cas, c'est évidemment fait dans la bienveillance, mais surtout, ça vient de mon expérience quotidienne. C'est-à-dire que moi, au quotidien, j'accompagne des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire et qui, très souvent, ont été impactées de manière terrible par les régimes, la diète culture, mais aussi parfois par ce type de positionnement d'individus qui se veulent être contre les régimes, mais qui vous vendent un régime. On a de nouveau affaire à cette approche et je vais donc honorer ma mission qui est de dénoncer ce type d'approche et ce type de vision. Sans plus de transition, nous sommes partis. Je vais rapetisser un tout petit peu mon visage. Ce n'est pas nécessaire qu'on me voit en aussi grand. On va mettre la vidéo en grand, comme ça on va découvrir Mathieu. Et c'est parti. À l'heure actuelle, il n'y a jamais eu autant de personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire. Et si on y réfléchit un petit peu, ce n'est pas si étonnant que ça, hein, dans une société où l'abondance alimentaire est omniprésente, où l'accès à la nourriture industrielle, à la junk food, est très facile. Et quand on observe les personnes qui souffrent d'hyperphagie... Bon, nous sommes à 18 secondes. Et je commence... En fait, là, on pose, et vous allez voir qu'on va le faire tout le long de la vidéo, Mathieu pose des hypothèses de façon implicite, puisqu'il ne les explicite pas, il ne dit pas que c'est des hypothèses, il pose des hypothèses implicites en les présentant comme des réalités factuelles. Sauf qu'il n'y a rien de factuel dans le fait d'établir que l'apparition des troubles du comportement alimentaire est due à la junk food ou aux produits industriels. Corrélation, lorsque des courbes sont corrélées, ne veut pas dire forcément qu'elles sont en commun et on va le voir dans la suite.
boulimiques notamment, et lorsque ces personnes justement expliquent leur crise et qu'elles arrivent à avoir un recul suffisant, nécessaire pour pouvoir justement expliquer leur comportement, on se rend compte finalement que les personnes qui souffrent d'hyperphagie boulimique sont un petit peu comme des personnes qui sont dépendantes à certaines drogues, hein, parce qu'on va vraiment avoir cette volonté d'avoir accès à une sensation de bien-être, de plaisir immédiat, et surtout ces personnes vont vouloir tout simplement enfuir leurs émotions à travers la nourriture, comme pourrait le faire une personne dépendante à une drogue, que ce soit le cannabis, la cocaïne, toutes sortes de drogues très dépendantes et très addictives. On a cette envie d'enfouir ses émotions et de les oublier pendant un certain temps. Donc on se rend compte finalement qu'aujourd'hui la nourriture est devenue... Voilà. C'est posé, nous sommes à 1 minute. Et seconde hypothèse implicite, qui est que la nourriture est une forme de drogue. Là, il ne parle pas d'addiction comportementale, où là, à la limite, on peut discuter sur une addiction comportementale. Il parle d'une addiction aux aliments. Et pour lui, que vous mangiez un yaourt ou que vous preniez un rail de cocaïne, est pareil. Et évidemment, je ne suis pas dupe. Ça vient d'où ça ? Ça vient de la fameuse étude sur les rats plus accros à la cocaïne que le sucre. Je ne vais pas revenir dans le détail de la supercherie qu'est cette étude, puisque j'ai déjà consacré une vidéo à cette thématique. En fait, la nourriture ne peut en aucun cas être assimilée à de la drogue pour une première raison qui est tout à fait évidente, qui est que nous avons besoin de nourriture pour survivre. Notre cerveau a besoin de glucides, notamment, pour fonctionner. Il n'a ni besoin de nicotine, ni besoin de cocaïne, ni besoin d'aucune autre de ces drogues. C'est une différence qui me paraît tout de même importante à souligner, n'est-ce pas ? Second point, on le compare à une drogue. Pourquoi ? Parce que l'on dit manger, et c'est ce qu'il dit, apporte du plaisir. Mais zut alors, mais zut que ça apporte du plaisir. C'est mal. En fait, ce n'est pas parce que la nourriture utilise le circuit dopaminergique, comme la drogue le fait, que par conséquent, la nourriture est une drogue. Parce que si tout ce qui utilise le circuit dopaminergique était une drogue, bien tout devrait être considéré comme une drogue. Par conséquent, nous devrions être considérés comme addicts à l'oxygène, addicts à la nourriture. Et d'une certaine manière, nous le sommes. Parce que si j'arrête de respirer, je meurs. Si j'arrête de manger ou de boire, au bout d'un certain moment également. Nous ne sommes donc pas face à des addictions, nous sommes face à des besoins naturels et légitimes. Manger fait plaisir, manger est agréable et ça procure du plaisir lorsqu'on le fait. Sur l'aspect émotionnel, nous y reviendrons. Une véritable addiction. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te partager mes conseils, mes outils afin de te sortir de l'hyperphagie boulimique et surtout pour retrouver une relation saine tout simplement à la nourriture. Et je sais de quoi je parle puisque j'ai souffert de troubles du comportement alimentaire durant mon adolescence. Donc aujourd'hui, je vais te partager mes conseils, mes astuces, mes outils dans un esprit de bienveillance afin de t'aider à sortir de ces périodes qui sont très compliquées. Juste avant ça, je te rappelle que tu peux bénéficier de mon programme de rééquilibrage alimentaire totalement gratuit. Justement, dans ce programme, on s'oppose totalement aux différents régimes et je te délivre des outils pour tout simplement retrouver un rapport sain à la nourriture pour éviter justement de tomber dans ces troubles du comportement alimentaire ou même pour en sortir. Et l'idée, c'est vraiment de remettre en place dans sa vie des habitudes alimentaires saines et en plus de le faire en fonction de tes besoins, des assiettes qui te correspondent, de l'alimentation qui te correspond. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller à ton rythme sans penser forcément à un poids idéal, à une... Mais nous aurions été étonnés du contraire, très cher. Nous aurions été très étonnés que derrière ce contenu et ces petites astuces qu'on va nous donner pour sortir des troubles du comportement alimentaire, il n'y ait pas la proposition d'un programme offert, ou pour être tout à fait transparent, d'un programme que vous échangerez gentiment contre vos informations, votre nom, votre prénom, votre adresse email, ce qui permettra ensuite d'être targeté sur la vente d'un programme payant. Et là, de quoi on nous parle ? On nous parle d'un rééquilibrage alimentaire pour sortir des régimes.
J'ai déjà fait une vidéo, et je vais remettre le lien également ici, sur le rééquilibrage alimentaire est une arnaque, parce qu'en fait, le rééquilibrage alimentaire, c'est tout simplement un régime qu'on a repris à l'identique, avec les mêmes principes, les mêmes idées, le contrôle, la restriction, les calculs, les blablabla, et on a changé l'étiquette. Puisqu'aujourd'hui, les régimes restrictifs n'ont plus la cote et que c'est à la mode pour tout le monde, particulièrement pour ceux qui vendent des régimes, d'être contre les régimes, alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement changé le marketing et on a dit « Hey, les régimes, c'est mal. Viens donc acheter mon rééquilibrage alimentaire. » Et lorsque vous ouvrez le programme, qu'est-ce que vous retrouverez? Un régime, des règles, du contrôle et de la restriction. Silhouette idéale. Donc si tu veux accéder à ce programme de rééquilibrage alimentaire, je te le rappelle, c'est totalement gratuit. Et tu peux le faire dorénavant, dès maintenant, en cliquant dans le lien dans la description de ma vidéo. Dans cette vidéo, je vais te donner mes conseils pour sortir de l'hyperphagie boulimique, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe deux types d'hyperphagie, et que tu souffres d'hyperphagie ou d'hyperphagie boulimique, de toute manière, cette vidéo te concerne et va vraiment t'aider. En tout cas, je l'espère, puisque c'est le but vraiment de ce contenu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a dans un premier temps l'hyperphagie classique, et l'hyperphagie classique qui consiste tout simplement à consommer une quantité énorme de nourriture en un laps de temps assez court. En général, il s'agit ça se traduit en moins de 2 heures. Donc, on consomme des quantités astronomiques de nourriture, et on a vraiment cette perte de contrôle. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher du plaisir, d'aller compenser ces émotions dans la nourriture, tout simplement pour oublier et rechercher ce sentiment de plaisir que peut nous apporter la nourriture. Et de l'autre côté, on a également l'hyperphagie boulimique, donc c'est le même principe, sauf que derrière, la personne va chercher à compenser, va chercher un élément compensatoire. Donc ça peut être derrière, donc après les crises, la personne peut soit aller faire du sport en excès, soit se faire vomir, soit utiliser des laxatifs, des diurétiques pour éliminer un maximum. Possédé, comme sorti de son corps, incapable de s'arrêter de manger. Manger pour soulager une douleur, remplir un vide. Cette manière d'utiliser la nourriture comme pansement à un mal-être est désormais reconnue comme un désordre. L'accès hyperphagique, binge eating disorder en anglais, est classé comme une maladie psychiatrique depuis 2013. Et de caramel, le tout enrobé de chocolat craquant. Les causes de l'hyperphagie sont toujours reliées à un événement douloureux Donc là, pendant pour la vidéo, on s'approprie des extraits d'un documentaire parce qu'en fait, comme on l'a vu là, dans ces premières minutes d'échange, de visionnage, on a vu qu'il n'y a que des hypothèses implicites que l'on présente comme des réalités qui ne sont fondées sur rien et qui ne sont même pas argumentées, mais probablement ce vide, cette fragilité dans cette approche serait un peu trop évidente et par conséquent on va venir l'enrober d'un argument ou d'une recherche de légitimité d'arguments scientifiques en utilisant un documentaire télévisé, alors qui pour le coup est pas beaucoup plus pertinent puisque je le connais bien ce documentaire et on va avoir l'occasion de voir quelques extraits ici, mais disons on va essayer de s'approprier la légitimité d'un documentaire télévisé en l'entrecoupant d'interventions. Revient dans le passé, donc ça peut être relié à des événements qui proviennent de l'enfance, à des événements qui proviennent de l'adolescence ou même des événements qui proviennent à l'âge adulte, mais c'est toujours relié à un événement douloureux qui s'est passé dans le passé. Et à cela s'ajoute un élément déclencheur qui va déclencher justement la crise et qui va ramener à cet événement douloureux et qui va finalement, la personne va se sentir submergée par cette émotion. Voilà, c'est des émotions qui vont être totalement incontrôlables et la personne va donc chercher tout simplement à compenser dans la nourriture. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les deux principales causes aujourd'hui qui déclenchent ces crises d'hyperphagie chez la majorité des personnes qui en souffrent. Et on a remarqué que c'est soit un manque de confiance en soi, qui peut être dû à différentes choses, et également à des régimes successifs, donc ça soit des différents régimes. Souvent ce sont des personnes qui cherchent soit à perdre du poids, ou à avoir un corps qu'ils ont envie d'avoir, un corps qui leur... C'est quand même drôle, non? Il a rien à dire, c'est à cause des régimes qu'il a des troubles du comportement alimentaire, et au même instant, je reviens juste là, hop, à l'instant où il prononce ces mots, accède à ton programme offert dans la description, alimentation saine et sans frustration. C'est quand même étrange et bien intéressant, cette espèce de distorsion comme ça, de double réalité, de double langage. Et je me dis, pour les personnes qui sont à vivre des troubles du comportement alimentaire et qui se retrouvent face à ce type de contenu, c'est tellement confusant, c'est en fait dramatique. Et là, dans les quelques secondes qu'on vient d'observer, on pose de nouveau des hypothèses implicites qu'on balance comme ça. On dit, et ça c'est génial, parce que c'est ce que j'appelle la simplification. Les gens adorent comprendre les choses de manière simple, et plus on leur dit quelque chose de simple, qui est évident à comprendre,
Que ça soit vrai, que ça soit faux, que ça soit partiellement vrai ou partiellement faux, on s'en fout tant que c'est simple et que ça nous donne une bonne raison et une bonne explication qu'on va pouvoir s'accrocher à cette histoire qu'on se raconte, allons-y. Et là, quelle histoire on nous raconte? On nous dit, nouvelle hypothèse implicite, les troubles du comportement alimentaire sont dus à un événement, à un trauma, à quelque chose qui a marqué émotionnellement et qui a causé des troubles au niveau de la gestion émotionnelle, de l'estime de soi, blablabla, blablabla. En fait, cette hypothèse est probablement intéressante et probablement qu'elle se vérifie, probablement que c'est juste. Mais le présenter sous cet angle, c'est en fait prendre une seule facette. Vous savez, moi je réfléchis toujours avec la pyramide des besoins, la pyramide de Maslow. C'est prendre une seule facette au niveau, par exemple, du 4e étage du besoin d'estime, de la relation à soi-même, et de se dire, ouais, en fait, tu vois, si tu as des troubles du comportement alimentaire, c'est parce que quand tu étais enfant, il s'est passé ça, ça, ça. Et peut-être que c'est un bout de la réponse. Mais c'est évidemment pas toute la réponse et c'est extrêmement simpliste de le décrire de cette manière. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un ensemble de facteurs répartis sur tous les étages de la pyramide qui expliquent pourquoi les troubles du comportement sont là. Et la question à poser, ce n'est pas est-ce que les gens qui ont des troubles du comportement alimentaire ont eu des traumas ou des moments difficiles ou des événements? Parce que c'est facile de leur faire porter le chapeau. La question est de se demander pourquoi est-ce que des gens qui ont eu des événements difficiles et traumatisants, ce qui est à peu près le cas de tout le monde, à quelques exceptions peut-être, pourquoi est-ce qu'en ayant vécu des événements traumatisants, en ayant des difficultés de gestion émotionnelle, certaines personnes ne développent pas de troubles du comportement alimentaire? This is the right question. C'est la vraie question. Pourquoi je me mets à parler en anglais? C'est n'importe quoi, ça. Là, je suis dans vous voyez, je suis dans la grande spontanéité. En fait, l'idée, c'est que dans les troubles du comportement alimentaire, en premier lieu, et c'est mon approche, et c'est comment je travaille, en premier lieu, la question, c'est la question de la restriction physique, psychique et émotionnelle. La première question n'est pas la question de l'addiction à la nourriture, comme on n'arrête pas de vouloir nous le faire croire, que ça me monte jusque-là. La question, c'est de parler de la vraie addiction dans laquelle on souffre lorsque l'on souffre de troubles du comportement alimentaire. Et cette vraie addiction, c'est une addiction au contrôle. Les troubles du comportement alimentaire sont une réaction naturelle de l'organisme, du corps, pour se protéger face à la restriction, au contrôle, qui pour le corps et pour les parties archaïques du cerveau représente une menace de famine qui nous rappelle à l'époque des chasseurs-cueilleurs. Ça, ce n'est pas l'explication, c'est-à-dire que je ne suis pas dogmatique dans ma manière de comprendre les troubles du comportement alimentaire comme j'ai le sentiment que c'est le cas ici. C'est le premier étage, les besoins physiologiques, les besoins de sécurité. C'est sur ces deux premiers étages qu'on doit travailler pour retirer ce contrôle, retirer cette restriction, recréer un rapport qui est pacifié à son corps et à la nourriture. Et après ça seulement, dans un second temps, on va, si on le désire, si on veut approfondir, pouvoir aller explorer et mon enfance, et mon attachement, et ma relation. Tout ça est formidable, tout ça est très intéressant, tout ça est indispensable, mais pas avant d'avoir déconstruit la pierre angulaire des troubles du comportement alimentaire, qui est le contrôle et la restriction. Et également à des régimes successifs, donc ça soit des différents régimes. Souvent, ce sont des personnes qui cherchent soit à perdre du poids ou à avoir un corps qu'ils ont envie d'avoir, un corps qui leur correspond. Et ces personnes ont tenté des régimes successifs, etc., sans résultat, et sont tombées justement dans l'hyperphagie boulimique. Et souvent, c'est ce qu'on observe aussi chez les personnes qui souffrent d'anorexie, qui souffrent d'autres troubles du comportement alimentaire. Souvent, les régimes sont en cause, et c'est la raison pour laquelle, sur Terra Bien-être, je m'attaque énormément à ces régimes, parce qu'on a déjà les conséquences sur l'état physique. Vraiment, on va vraiment venir perturber
perturber le métabolisme, etc. Et aussi toutes les conséquences que ça entraîne sur le côté psycho-émotionnel. Et bien entendu, on a d'autres causes aussi qui peuvent venir déclencher des crises d'hyperphagie boulimique, des causes qui sont très douloureuses, des problèmes qui sont reliés à l'enfance, du rejet social, une rupture amoureuse qui s'est mal passée et dont on a du mal un petit peu à digérer. On peut également avoir une mauvaise image de soi, on peut également avoir des périodes de dépendance à certaines drogues, on peut également aussi des longues périodes d'anorexie ou de troubles du comportement alimentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut également passer d'un trouble du comportement alimentaire à un autre, et on voit par exemple des personnes qui peuvent passer de l'anorexie ou de l'orthorexie à des phénomènes d'hyperphagie, puisque ces personnes ont tellement été dans la restriction pendant des années qu'elles vont inconsciemment chercher à compenser, et elles passent d'un extrême à l'autre, et c'est très courant de voir ce phénomène. Non. On ne passe pas d'un extrême à l'autre. Lorsqu'on est passé par des mois, des années d'anorexie, que notre corps a flippé, il est tout à fait naturel, sain et équilibré de manger de grandes quantités de nourriture dense en calories. C'est même indispensable pour que le corps puisse passer d'un état de survie à un état de vie. Et là, je ne parle que de l'aspect physiologique. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on vous présente ce mécanisme naturel de réhabilitation, de retour à la normale. Le corps va vouloir stocker du gras, va vouloir prendre des calories, ce qui est tout à fait normal au vu de ce qu'il a précédé, de ce qu'il a vécu. Et là, on vous le présente comme quelque chose de pathologique. On vous dit, regarde, tu as été anorexique, tu t'es privé, et maintenant, tu as toujours des problèmes parce que tu fais le contraire, tu manges trop. On est toujours en train de vous dire qu'il y a un problème. On est toujours en train de vous pathologiser. On est toujours en train de vous culpabiliser de manière extrêmement sournoise parce qu'on le fait sous une couche de bienveillance, de douceur et de bien-être. Et il n'y a rien de plus hypocrite et il n'y a rien qui m'agace plus et il n'y a rien de plus dangereux. Régulièrement, la personne avant la crise est dans une situation d'inconfort, surtout émotionnel. Vraiment, la dimension émotionnelle est très fréquemment décrite et étayée par la littérature et les recherches scientifiques, où vraiment la personne se sent déprimée, triste, anxieuse. Durant la crise, c'est comme si elle parvient à un état quasi dissociatif, où elle se coupe des pensées, des émotions qui pourraient être douloureuses, qui pourraient être inconfortables. Mais malheureusement, après, ces émotions ont tendance à être accentuées après la crise, avec justement plus de déprime, de dégoût par rapport au ressenti que la personne a. Il est très difficile. Tout à fait pertinent ce que cette personne dit. Il y a un aspect émotionnel. Ce que l'on oublie de rappeler, c'est qu'en fait, cet aspect de régulation émotionnelle existe chez tous les mangeurs. Pas les mangeurs qui ont un rapport à la nourriture qui est conflictuel. Tous les mangeurs sur cette terre utilisent la nourriture comme régulateur émotionnel, régulateur hormonal, régulateur de l'énergie. C'est tout à fait sain, normal et naturel. Ça, c'est à poser en premier lieu. Ensuite, effectivement, lorsqu'on souffre de troubles du comportement alimentaire, lorsqu'on a un rapport conflictuel avec la nourriture, on va avoir tendance, en premier lieu, lorsqu'on vit de l'inconfort, tout le monde lorsqu'il vit de l'inconfort, mais qui adore souffrir, avoir mal, être anxieux, être triste, être en colère et y rester? Personne. C'est tout à fait naturel que le cerveau cherche à revenir à un état qui soit plus confortable. Et pourquoi est-ce que certaines personnes choisissent la nourriture alors que d'autres choisissent d'aller courir, de prendre une douche, d'appeler un ami, de blablabla? Simplement, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, à la restriction, au contrôle. Lorsque l'on s'interdit de manger, lorsqu'on s'interdit certaines catégories, lorsque l'on culpabilise, mais pas seulement s'interdire physiquement, parce que certaines personnes me disent non mais je mange de tout. C'est pas une question de manger de tout, c'est une question de est-ce que je me l'autorise véritablement, émotionnellement, est-ce que je me l'autorise véritablement, moralement, psychiquement, est-ce que je me sens en sécurité quand je mange, est-ce que je suis ok avec ça, ou est-ce que je vois la nourriture comme un danger, comme quelque chose que je ne dois pas faire, etc. Et en fait, lorsque la nourriture est mauvaise, mal, dangereuse, pas bien, blablabla, blablabla, enfin tout ce qu'on est en nous présenter là, en fait, tout ce qu'on est en nous dire là, et bien en fait la nourriture devient rare. Et plus la nourriture devient rare, plus elle devient précieuse. Et plus la nourriture est précieuse, plus elle est attractive. Et plus je suis attiré par la nourriture, plus j'ai besoin de contrôle et de volonté pour faire face à cette envie qui est forte. En fait, je suis en train d'organiser et de nourrir un cercle vicieux de contrôle et de bataille vis-à-vis de la nourriture. Et donc, je deviens un mangeur émotionnel. Et plus je mange de façon émotionnelle,
plus je me dis que j'ai un problème avec la nourriture, plus ce type de personnes viennent me confirmer que j'ai un problème avec la nourriture, plus j'entretiens cette croyance vis-à-vis de moi-même, que je dois me contrôler, plus je vais loin dans les troubles du comportement alimentaire. Voilà pourquoi est-ce que je dis que les conseils qui sont présentés ici vont vous mener droit à maintenir vos troubles du comportement alimentaire ou à les aggraver. Difficile de sortir de l'hyperphagie, puisque plus les crises sont répétées, plus les périodes de crise sont longues et importantes, plus on s'installe finalement dans un cercle infernal, dans un cercle vicieux. Ce cercle vicieux, il se compose toujours d'une restriction, d'une sensation de restriction qui peut provenir de régimes successifs, qui peut provenir également de TCA, etc., ou qui peut être relié à des émotions douloureuses du passé, comme je te l'ai dit. S'ajoute à ça ensuite une sensation, un sentiment de frustration énorme. C'est ce sentiment de frustration qui va entraîner justement les crises d'hyperphagie, et derrière, on va ressentir un sentiment de culpabilité qui est très intense, qui peut mener même à la dépression, etc. Et dans le cas de l'hyperphagie boulimique, on va donc tenter de compenser finalement cette sensation de frustration qui est tellement omniprésente, qui est tellement intense, qu'on va chercher à se redonner bonne conscience et qu'on va compenser en se faisant vomir, en prenant des médicaments, en allant faire du sport à outrance et en mettant justement son corps à rude épreuve, parce que là on va complètement détruire le métabolisme. Mon premier conseil, et je sais que c'est pas forcément... C'est pas se donner bonne conscience, c'est aller dans le sens que que ce monsieur a présenté en introduction. Il a dit oui, vous allez voir mon programme de rééquilibrage alimentaire sans frustration contre les régimes. Vous allez pouvoir vous poser des objectifs. Entendez bien, vous allez voir. Dans le marketing, soyez bien attentifs. Quand on vous parle de vous allez pouvoir vous poser des objectifs, vous croyez que les objectifs c'est quoi? Quels sont les objectifs? On ne veut pas dire le mot. Mais en fait, l'objectif, c'est de maintenir votre poids ou de le perdre. Parce que c'est ça qui fait vendre. C'est ça que les gens veulent. Les gens veulent maintenir leur poids ou perdre du poids. Donc, dans une vidéo où on vous a dit « T'inquiète pas, tu vas pouvoir maintenir ton envie de perdre du poids ou de maintenir ton poids et on va te proposer un rééquilibrage alimentaire qui en fait est un plan alimentaire, qui en fait est un régime », on vous dit « Ah oui, mais c'est à cause de la frustration et c'est à cause de la privation. » Et en fait, là on dit c'est parce que on ressent une culpabilité vis-à-vis de soi et on veut soulager, avoir bonne conscience. On ne veut pas avoir bonne conscience. Quand on va se faire vomir, on ne veut pas avoir bonne conscience. Quand on va courir pendant 3 heures de temps, on ne veut pas avoir bonne conscience. Quand on prend des laxatifs, on ne veut pas avoir bonne conscience. Quand on fait cela, on veut éviter de grossir. On veut maigrir, n'est-ce pas? Et donc c'est là que ça se joue. Mais ça, c'est une réalité qui est beaucoup trop difficile à aborder, beaucoup trop difficile à assumer, que personne ne veut entendre. Et donc, contournons-la. Vous avez un éléphant, un immense éléphant rose dans la boutique de porcelaine. Et on est en train de faire de la gymnastique autour de l'éléphant rose en prétendant qu'il n'existe pas. Voilà ce qui se passe ici. Très facile à mettre en place, mais c'est très important et je crois que c'est vraiment le conseil le plus important, donc je te le délivre en premier, c'est justement de sortir de la culpabilité. Donc comme je te le disais, lorsque tu viens de terminer une crise, quelques minutes, quelques heures après, voire quelques jours, en général ça intervient juste après la crise, tu ressens vraiment un énorme sentiment de culpabilité. Le gros problème avec cette culpabilité... Je suis entièrement d'accord là-dessus. La culpabilité est un des piliers des troubles du comportement alimentaire. Mais ça me met véritablement en colère, et je pense que vous le voyez. Ça me met en colère pourquoi? On vient, pendant les 7 dernières minutes de cette vidéo, de vous dire que vous étiez un toxicomane du sucre et de la nourriture, que vous ne saviez pas gérer vos émotions, que vous êtes un traumatisé de l'existence, que vous n'avez aucune notion de gestion de vos émotions ou de connaissance de soi, et qu'a priori, si vous en êtes là, c'est bien de votre faute, parce que vous avez fait des conneries avec la nourriture. Et on vous dit, mais il ne faut pas culpabiliser. Faut pas culpabiliser. Vous êtes toxicomane, mais il ne faut pas culpabiliser. Mais c'est aberrant. Tout ce qui a été dit jusque-là est culpabilisant, est pathologisant, très aigu mon est pathologisant, est culpabilisant. Et donc, il ne suffit pas d'arriver sur ces beaux chevaux après avoir brûlé la ville entière en disant « Chers habitants, j'aimerais que vous soyez dans le bien-être. » Mais trop tard. C'est que c'est cette culpabilité qui entraîne les crises suivantes. Et plus ce sentiment est fort, plus tu as de chances de développer d'autres crises, d'être entraîné vers d'autres crises d'hyperphagie et de ne plus jamais arriver finalement à te sortir de ce cercle. Donc,
on t'invite à culpabiliser de culpabiliser. Vu que ta culpabilité entraîne de nouvelles crises, si tu as d'autres crises, c'est parce que tu te culpabilises. Bienvenue dans le cercle vicieux des troubles du comportement alimentaire. Infernal. Donc pour éviter justement de ressentir cette culpabilité et essayer de l'atténuer un maximum, déjà il faut vraiment accueillir la culpabilité comme une émotion lambda, te dire justement que cette culpabilité... Mais c'est fou juste dans le vocabulaire. Pour éviter de ressentir cette culpabilité, il faut accueillir cette culpabilité. On a à dire deux choses qui sont complètement antagonistes. Est-ce que je dois éviter de la ressentir, la culpabilité? C'est-à-dire, est-ce qu'on est en train de m'inviter à être dans le déni d'un ressenti? Ou est-ce que je dois l'accueillir? Moi, je suis plutôt d'avis qu'il faut l'accueillir. Cette culpabilité, elle est là. Ne pas chercher à venir la compenser, à venir l'enfouir sous quelque chose. Vraiment l'accueillir comme telle et te dire que finalement tu as perdu le contrôle et que ça peut arriver à tout le monde de perdre le contrôle. Donc vraiment voir aussi les crises d'hyperphagie comme un phénomène du passé. Vraiment les mettre de côté et te dire que c'est fait, c'est passé, ça provient du passé, il y a eu une perte de contrôle et ça arrive à tout le monde. Et au niveau de la culpabilité, vraiment faire en sorte. Et ça arrive à tout le monde. Et je veux dire, ça veut bien dire que c'est quelque chose de mal, de faux. On est en train de vous dire, tu as foiré. Mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde de faire des conneries. Non, en fait, il n'y a aucune bêtise. Il n'y a rien de mal. Tes crises, parce que vous savez que je déteste les appeler comme ça et que ce n'est pas comme ça que je les vois, sont une réaction de ton corps qui cherche à te protéger. L'appel est un appel à l'amour. L'appel est un appel à l'alignement. De venir accueillir cette émotion, parce que tu sais que plus les émotions tu vas venir les accueillir, c'est le cas pour toutes les émotions, plus tu pourras derrière venir travailler dessus et éviter un maximum de venir les ressentir. On vit dans une société très paradoxale, à la fois obésogène, où on trouve de la nourriture partout, de la nourriture très dense, qui plaît au goût, qui est là pour nous pousser à consommer toujours plus. Et puis, c'est une société aussi obésophobe, où on va montrer du doigt les personnes qui n'arrivent pas à résister à ces tentations permanentes. Vous voyez, qui n'arrive pas à résister à ces tentations. Donc on part du principe qu'il faut résister aux tentations. Mais résister aux tentations, c'est ce que font toutes les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire. Et c'est notamment ça, et c'est justement ça, qui crée les troubles du comportement alimentaire. Tant qu'on reste dans ce paradigme, on ne pourra jamais sortir véritablement des troubles du comportement alimentaire. Ensuite, je te conseille vraiment de revenir sur tes douleurs d'enfance ou tes douleurs d'adolescence pour vraiment t'en libérer. Tu sais que souvent, les crises d'hyperphagie sont dues à des blocages, à des émotions que l'on a vraiment enfouies et qu'on a refoulées durant notre enfance. Ça peut être un sentiment de rejet, ça peut être des problèmes familiaux, ça peut être des problèmes amoureux, des relations amoureuses qui se sont mal passées. Tous ces problèmes durant l'enfance, le problème, c'est qu'on a tous envie d'être un enfant ordinaire. Et pour vraiment se fondre dans la masse, on a cet instinct primaire de venir totalement enfouir nos émotions pour se protéger et être accepté. Le gros problème, c'est que ces émotions, souvent, elles ressurgissent à l'âge adulte, quand on reprend une vie d'adulte. Ces émotions, elles ressurgissent et elles peuvent entraîner différentes choses, et notamment des crises d'hyperphagie. Donc c'est important. En fait, là, ce qu'il dit est intéressant, mais à nouveau, hyper contre-productif. Il nous dit, ce qu'il dit sur les émotions est très juste. Ok, trauma, machin et tout, on va partir là-dessus. Sachant que c'est juste un tout petit bout de la réponse, hein. Là, il le présente comme étant la réponse. C'est un tout petit bout de la réponse. Si vous faites que ce travail, vous ne pourrez pas sortir du trouble du comportement alimentaire. Ça fait partie du travail, mais c'est qu'un petit bout. Mais quand il dit, oui, quand on est enfant, machin, on enfouit ses émotions, effectivement. Quand on est enfant, on est une éponge, etc., on va enfouir ses émotions, etc. Et qu'est-ce qui va se passer? Là, il dit, oui, du coup, vu qu'on a enfoui ses émotions, ensuite, on va utiliser la nourriture pour écraser ses émotions, pour ne pas les ressentir. Il y a une hypothèse ici qui est intéressante. Mais en vérité, ce qui permet vraiment de ne pas ressentir les émotions, ce n'est pas la nourriture. Ce qui permet vraiment de ne pas ressentir ces émotions, sur le long terme, ce qui est hyper efficace, c'est le contrôle. Le contrôle n'est pas là pour nous embêter. Le contrôle est un mécanisme de défense naturel de notre psyché. Quand on est enfant, on découvre que la souffrance existe, que la peur, que la colère, que la tristesse, que le rejet, que la violence. Et lorsque c'est ingérable, on enfouit ces émotions. Et où sont les émotions? Les émotions ne sont pas là. Les émotions sont dans le corps. Et ce que je vois pratiquement systématiquement chez les personnes que j'accompagne, c'est qu'il y a une dissociation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la tête se dit « Ok, le corps fait souffrir, puisque les émotions y vivent, donc je vais me couper du corps, je vais me détacher, je ne vais exister que à travers mon mental et que à travers la pensée et plus du tout à travers le ressenti
corporelle et ça va me permettre de me protéger. Donc, ce qui nous protège des émotions et nous empêche de les vivre, ce n'est pas la nourriture, c'est le contrôle. La nourriture va plutôt être là comme une soupape de gestion et de contrôle. Et en fait, toutes les thématiques de prise de poids, de perte de poids, sont des tentatives maladroites du corps de reconnecter avec la tête. Et la piste d'action que je donne, c'est bien d'être et de déconstruire le discours, mais la piste que je donne, c'est qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est reconnecter la tête et reconnecter le corps. C'est pour ça que je parle de pacification alimentaire. Et si on veut pouvoir faire ça, il faut que la tête et le corps puissent se refaire confiance, retravailler ensemble. Et ça ne pourra jamais se faire en utilisant le contrôle. Arriver à identifier ce qui a pu bloquer durant l'enfance, ce qui est resté au fond de toi durant l'enfance, pour venir maintenant, là, à l'âge adulte, venir régler ces problèmes et éviter de venir compenser ces émotions d'enfance qui sont encore restées en toi. Alors si c'est trop difficile pour toi de prendre le recul nécessaire, parfois on peut, par nos proches qui nous connaissent, etc., savoir ce qui s'est passé durant l'enfance. Parfois c'est plus compliqué et là tu peux te faire aider par un énergéticien, une personne, un thérapeute, etc., en médecine douce qui pourra peut-être aussi avoir son approche et aller chercher des choses que toi tu n'as pas forcément ressenties ou que tu n'arrives pas à savoir. Alors, il nous parle d'énergéticien et de médecine douce en premier lieu. Pourquoi pas? J'ai une très grande ouverture d'esprit par rapport à tout ça et je pense que chacun peut rencontrer ce dont il a besoin. Mais lorsque l'on parle de trauma, d'enfance, de gestion émotionnelle, etc., ce qui me paraît plutôt pertinent, c'est d'orienter les gens vers des professionnels de la santé mentale, psychothérapeutes ou psychiatres. Il me paraît plutôt pertinent de s'adresser à ce type de professionnels pour être accompagné par rapport à ce type de thématique. Mais peut-être que ça ferait un petit manque à gagner dans la caisse des vendeurs de bien-être. Un autre conseil très important, c'est d'éviter de te focaliser sur les chiffres et également sortir un petit peu de la vision très segmentée aujourd'hui que nous offre la société. Tu sais, aujourd'hui, c'est soit noir, soit blanc, soit bien, soit mal. On a un peu oublié ce qu'il y avait au milieu. Donc déjà, éviter de te focaliser sur les chiffres, ça veut dire éviter de vouloir avoir le corps parfait, avoir le poids parfait. Tu sais, lorsque les personnes, je remarque ça chez de nombreuses personnes, les personnes qui souhaitent sortir des TCA et de l'hyperphagie également, ces personnes se mettent énormément de pression en se disant, dans tant de temps, il faut que j'atteigne tel poids, il faut que je ressemble à cette personne-là, il faut que je retrouve le poids que j'avais avant, la silhouette que j'avais avant, etc. Sauf que c'est une grave erreur de penser comme ça. Il faut vraiment arriver à prendre le temps, accepter aussi de prendre le temps. Vous avez bien entendu, vous faites là une grave erreur. Non, surtout ne culpabilisez pas, mais je vous dis, vous faites une grave erreur. Parce que votre perfectionnisme est un problème. Et il faut que vous luttiez, que vous vous bagarriez contre qui vous êtes et votre perfectionnisme. C'est une mauvaise idée, en fait, le perfectionnisme. Et là, il a raison. Le perfectionnisme est quelque chose qu'on observe quasiment systématiquement chez les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Pourquoi? En fait, j'ai tellement une estime de moi qui est basse, qui a été entretenue d'ailleurs par tout ce type de contenu, que pour surcompenser cette faible estime de moi, je crée un moi idéalisé qui devrait être parfait avec des exigences extrêmes et hautes. C'est-à-dire qu'il faut que je sois parfait, il faut que j'ai un corps ultra esthétique, il faut que je sois dans l'extrême contrôle, dans l'extrême autodiscipline, dans le blablabla, pour surcompenser ma faible estime de moi. C'est un mécanisme qui existe effectivement. Un autre bout de réponse ici. Et là, l'idée, c'est de faire quoi? C'est pas de se bagarrer, c'est plutôt d'amener une prise de conscience par rapport au fait qu'il y a un énorme gap qui existe entre ma réalité quotidienne et l'hyper-exigence, vigilance que j'ai vis-à-vis de mes performances. Et c'est donc de sortir de ce paradigme qui va nous aider à s'en libérer. Mais ce n'est pas ce qui nous est proposé ici. Ce qui nous est proposé ici, c'est de rester dans ce paradigme, mais d'amener de la flexibilité. On vous dit pas, peut-être qu'il y aurait besoin de travailler sur l'idée de perte de poids, de contrôle du corps, peut-être qu'il y aurait besoin... Non. On vous dit, t'inquiète, tes idées, ta zone de confort sur je veux maigrir, tu peux y rester, mais on va t'amener des solutions sparadrap et on va amener un peu de flexibilité.
Et se dire qu'il faut d'abord régler les problèmes qui se trouvent ici avant de vouloir retrouver un rapport sain à la nourriture. Enfin, quand je dis un rapport sain, c'est de vouloir faire des assiettes parfaites, d'avoir l'alimentation parfaite et également vouloir reprendre le sport Pyramide de Maslow. Il dit il faut d'abord régler ce qu'il y a là avant de retrouver un rapport sain avec la nourriture. Il va falloir travailler là. Je suis le premier à le dire. Mais en fait, et c'est ce que dit la pyramide de Maslow, il y a un ordre dans lequel on doit faire les choses, dans lequel on peut avancer. Il y a une hiérarchie dans les besoins. Les premiers besoins, c'est les besoins physiologiques. Le fait de manger en fait partie. On ne peut pas demander à quelqu'un qui crève la dalle, qui est en situation inflammatoire de famine, son cerveau lui hurle « bouffe, 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 bouffe ». On ne peut pas prendre une personne dans cette situation et lui dire « mais regarde, on va faire un atelier créatif où tu vas pouvoir représenter comment ça s'est passé dans ton enfant ». Mais c'est absurde. Non pas parce que l'outil n'est pas intéressant, mais parce qu'on n'est pas là du tout. Parce qu'on a d'abord besoin que la personne sorte de son état de famine, de survie, avant que cette personne puisse aller. Un autre exemple où on sort un peu, si j'ai besoin de faire pipi, ça fait partie des besoins physiologiques. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Eh bien, vous le savez toutes et tous, je ne vais pas pouvoir me concentrer ou allouer aucune énergie à remplir un besoin d'estime de moi, à remplir un besoin de socialisation ou à remplir quoi que ce soit, tant que je ne suis pas allé aux toilettes. Je réponds à mon besoin d'éliminer en allant aux toilettes, et ensuite je vais pouvoir aller répondre à des besoins sociaux. Mais je ne peux pas faire l'inverse. Et pourtant là, c'est ce qu'on nous propose. De manière très régulière, de vouloir avoir le corps parfait, le poids parfait. Et il faut également sortir aussi de cette vision très segmentée de la société où tout est bien, tout est mal. C'est-à-dire que d'un côté, on a les bons aliments, de l'autre, on a les mauvais aliments. C'est très compliqué de voir ça parce que forcément, quand tu es en crise d'hyperphagie, tu manges des aliments qui ne sont pas du tout sains. L'idée, c'est vraiment d'aller compenser. Non mais, on vient de nous dire, il faut arrêter de voir les bons aliments et les mauvais aliments. Oui, mais bon, pour quand même, quand vous êtes en crise, vous mangez des aliments qui sont hyper malsains. Là, je suis perdu. Mais si moi, après des années, c'est mon travail, c'est mon métier, c'est mon expertise, je suis perdu, mais comment quelqu'un qui regarde cette vidéo va pouvoir se sentir? C'est très très confusant. C'est très très confusant. Mais voyez-vous, nous ne sommes ici qu'à la moitié de la vidéo. Et en termes de temps ensemble, on est déjà à 42 minutes de vidéo. Pour celles et ceux qui sont encore là, félicitations, bravo, merci, quelle belle implication, quel bel intérêt. Je propose, et c'est ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on fasse la vidéo en deux. Mais pour ça, j'ai besoin vraiment de savoir si vous avez apprécié cette première partie de la vidéo, si vous souhaitez oui ou non que je fasse la suite dans une seconde vidéo, dans une deuxième partie. Si c'est le cas, je vous demande de me laisser un commentaire en me parlant de ce qui vous intéresse, de si pour vous c'est pertinent ou s'il vous semble qu'on en a eu assez dans cette vidéo. Je suis vraiment intéressé d'avoir ça. Si jamais vous êtes encore là et que vous avez eu affaire à ce type de contenu, si jamais vous êtes encore aux prises avec un conflit avec la nourriture et votre corps, si vous en avez un petit peu ras-le-bol de ce discours lié au bien-être et que vous voulez essayer quelque chose de radicalement différent, que vous avez trouvé dans cette vidéo, que mes idées étaient pertinentes, logiques et que vous avez envie d'aller plus loin, ce que je vous propose, c'est de cliquer sur le premier lien en description et on va avoir la possibilité de faire un bilan personnalisé gratuit ensemble. Ça veut dire qu'on va avoir une conversation ensemble de vive voix durant laquelle on va pouvoir faire le point sur votre situation, discuter de là où vous êtes et de pouvoir poser quelques hypothèses de façon cette fois tout à fait explicite, de voir si elles vous parlent et si vous souhaitez peut-être que l'on continue la route ensemble si jamais on voit que le feeling a matché entre nous. Voilà la proposition que je vous fais. Le lien se trouve en commentaire, se trouve en description. Je vous laisse cliquer dessus pour choisir votre créneau horaire. Pour toutes les autres personnes et pour tout le monde, je vous remercie pour votre attention. J'attends votre commentaire. Si vous ne voulez louper aucun des prochains épisodes et ne pas louper la deuxième partie si je la fais, je vous invite à vous abonner et à activer clochette, la petite cloche. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent prochain repas. Je vous souhaite beaucoup de plaisir en mangeant et à la prochaine. Au revoir.